Bon, ben, bienvenue à toi, André Roberti. Je suis contente de t'accueillir pour cette interview. Pour commencer, j'aimerais pouvoir, en fait, je te laisse la parole puisque j'aimerais juste que tu me dises un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, te présenter, quoi, en gros. Ok, ben merci pour l'invitation, De Nicolija. rien. Je viens de Liège, une petite ville en Belgique. Je suis coach et conférencier. J'ai, euh, je viens d'un domaine qui est celui du marketing relationnel, dans le domaine financier. Et j'ai démarré dans ce… Pour ceux qui ne connaissent pas le marketing relationnel, c'est un peu comme la société Tupperware, ceux qui vendent des boîtes en plastique, là. Euh, Ils font des démos chez leurs amis et puis le bouche à oreille les amène chez d'autres clients et ils peuvent aussi constituer des équipes de vente. Et moi, je suis resté dans ce système pendant 7 ans. Et c'est là que j'ai appris le coaching, parler en public, motiver les gens, les accompagner de la façon la plus adéquate possible. Et c'est là aussi que je suis sorti d'une timidité maladie. Et donc, j'ai voulu profiter de ce que j'avais appris dans ce métier pour le transmettre auprès des personnes qui ont des difficultés dans leur vie, que ce soit l'envie d'atteindre un objectif, que ce soit avec les émotions, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé un certain nombre de programmes en ligne, donc sur Internet, qu'on peut retrouver sur mon site, andreroberti.com. Et puis, je fais aussi un certain nombre d'accompagnements individualisés, que ce soit en présentiel ou par Internet. Et je donne aussi beaucoup de conférences sur le fait de vivre ses aspirations profondes, vivre un peu une vie sur mesure, en fait. En fait, tu as plusieurs activités, on va dire, c'est ça. Oui, mais retiens que c'est principalement dans le domaine de la croissance personnelle, en fait. D'accord, La d'accord. croissance personnelle, j'aime pas trop ce mot-là. Je préfère croissance personnelle et altruiste, parce que quand on grandit personnellement, le truc, c'est pas de rester dans son coin et être heureux de ce qui se passe, c'est de pouvoir en faire profiter les autres. Je pense qu'on a tous une mission de vie, on est tous là pour une raison. On n'est pas juste là pour traverser la vie tranquille. On est là pour faire une différence, en fait. Voilà. En fait, j'ai pu voir en fait dans tout ce que tu fais en fait que tu avais créé aussi une formation, on va dire, c'est pas tellement une formation, mais c'est une conférence sur tout ce qui est l'hypersensibilité. Et puis j'ai pu relier en fait que est-ce que toi tu es hypersensible, tu vois? Oui, 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 Et, oui, carrément. et Je je le voulais suis. J'ai créé un programme en ligne pour les hypersensibles. Je trouvais que ça n'existait pas et j'ai rassemblé, on est 16 experts conférenciers euh, du monde entier francophone, donc internationaux, chacun spécialisé dans des thématiques très diverses. Et j'ai rassemblé tout le monde et on a créé un programme pour accompagner les gens. Et l'idée, c'est très, très fourni. Chacun a fait 5 vidéos, donc il y a plus de 80 vidéos différentes d'accompagnement. C'est sur plusieurs mois. Les gens ont accès à vie. Et je voulais que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment à un prix dérisoire, en fait. ma question en fait c'est comment toi tu as découvert finalement ton hypersensibilité? Quand tu as découvert? Ah, ouais, c'est une bonne question, Nicolija. Moi, j'ai beaucoup Nicolia, aimé, mais tu dis c'est Nicolia on prononce. Nicolia. Ouais. Ah ouais, Iji, moi je faisais Ija. Nicolia, merci pour la précision. Nicolia, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes émotions dans ma vie, que ce soit enfant, adolescent, adulte. Ça m'a emmené à vivre Euh, beaucoup de galères au niveau couple, beaucoup de galères au niveau donc couple. J'ai divorcé à 2 reprises. Je suis encore jeune. Au moment où on fait cette vidéo, j'ai 39 ans. Donc, ça fait déjà un bon CV. Euh, j'ai beaucoup de galères au niveau financier, budget Voilà. bancaire. J'ai beaucoup de difficultés au niveau financier. Euh, Relationnel avec des employeurs, avec
collègues, enfin, compliqué. Et puis, je vivais mes émotions en allant chercher quelque chose d'extérieur à moi pour me sentir mieux à l'intérieur. Peut-être que tu connais ça. Je connais bien. Donc, chez moi, ça passait essentiellement par la nourriture, tu vois. Donc, c'était le sucre qui me permettait de gérer, entre guillemets, mes émotions. Donc, je me sentais pas bien, j'étais frustré, triste, en colère, machin. Même très heureux, je mangeais du sucre pour calmer un peu tout ce qui était en ébullition à l'intérieur, tu vois. Et donc, j'allais toujours chercher un truc extérieur pour être mieux à l'intérieur. Alors, adolescence, c'était aussi beaucoup dans les sorties, l'alcool, la drogue, etc., pour calmer un peu toute cette ébullition d'émotions. Et un jour, justement, après avoir mis fin à une relation, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, il y a quelque chose qui doit venir de moi. Je me retrouve tout le temps dans les mêmes situations compliquées. Dans les mêmes schémas, en fait, c'est ça. Ouais, et pourtant je me disais, bon, je crois que je suis un mec bien, j'ai pas de problème, tout va. Mais finalement, je me dis, mais il y a des schémas qui se répètent. Et là, je vais demander un accompagnement individuel à une personne qui fait partie d'un groupement auprès duquel j'avais déjà été faire une formation de développement personnel dont le thème était Qui suis-je? J'avais vraiment beaucoup aimé cet accompagnement, leur façon de procéder. Et donc, je m'étais adressé à eux en leur demandant s'ils avaient quelqu'un qui faisait des entretiens individuels. Et donc, j'avais été chez cette dame, pas très, très loin de chez moi. Et moi, je lui explique, je lui dis, voilà un peu ma vie, mais moi, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de normal, mais j'ai l'impression aussi que je me retrouve tout le temps dans les mêmes problèmes, en fait. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, un jour, elle m'a proposé une lecture. Elle savait que j'aimais lire. Elle m'a dit, tenez, je vous propose ce livre, peut-être que ça va vous parler ou pas, on verra. Bon, je reprends le livre, je rentre chez moi, le soir même, je démarre ma lecture et je ne sais pas m'arrêter de le lire tellement ce qui est dedans me parle, mais complètement. J'ai l'impression que c'est un livre qui a été écrit sur ma vie, en fait. Tellement c'est, waouh, c'est précis. En plus, ça reprend beaucoup de cas de figure différents, de témoignages de personnes qui vivent la même chose. Et finalement, le bouquin, ça s'appelle Hypersensible. Attends, je ne sais plus. Hypersensible et heureux, point d'interrogation de Saverio Tomasella. Waouh. Tu vois? Et ça, pour moi, ça a été une claque, mais dans le bon sens du terme, en fait, ce bouquin. Et je me suis rendu compte, en lisant ça, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai une famille, dans le sens, je ne suis pas tout seul. J'ai souvent eu l'impression d'être dans ma famille comme le vilain petit canard, ou même dans les relations ou ailleurs comme un extraterrestre. Vraiment à me demander, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas compris. Et ces gens, comme ils pensent, c'est tellement pas ma façon de penser. Et ça m'a vraiment donné une sorte de me dire, ouais, j'ai une famille en fait. Et j'ai vraiment voulu aller à la rencontre d'autres personnes qui fonctionnent avec cette hypersensibilité que je découvrais vraiment pour la première fois. Et j'ai vraiment été en recherche, que ce soit dans des forums sur Internet, que ce soit dans des groupes de parole. J'ai même découvert qu'il y avait un groupe qui s'appelait les émotifs anonymes. Wow. Incroyable. Et je suis allé. Je ne suis pas resté très longtemps. Et dans tous ces groupes, je ne suis pas resté très longtemps parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont là. Oh, Ils se complaisent. c'est terrible. Ils pleurnichent en fait. Ils pleurnichent. Et je ne suis vraiment pas dans cet état d'esprit de pleurnicher. Alors oui, j'ai eu des galères dans ma vie. Vraiment des choses très compliquées. Mes parents m'ont jeté de chez eux. J'étais fiché bancaire. Tout ce que j'ai déjà expliqué, j'étais obèse.
Un jour, on m'a annoncé un cancer. Oh, Il y purée. a vraiment plein de choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont été dures à gérer, à traverser. Mais je ne suis pas là pour pleurnicher, parce que je sais que quand on pleurniche, on considère que son problème, il est extérieur à nous-mêmes. Et dès qu'on considère que notre problème, il est extérieur à nous-mêmes, c'est de la faute des autres, c'est à cause de mon employeur, c'est à cause de l'État, Ouais, c'est hein, la faute ce des autres. méchant État, hein, je vais aller mettre, bon, je m'excuse pour ceux qui ne vont pas apprécier ce que je dis, mais je le pense profondément, donc je le dis. Je vais aller mettre mon gilet jaune et je vais aller pleurnicher dans la rue, en fait. Alors oui, la situation n'est pas facile. Alors oui, ce qui se passe, c'est pas cool. Mais je peux aussi utiliser toute l'énergie que j'ai pour l'investir en moi. Comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux créer quelque chose? Comment est-ce que je peux changer les choses? Comment est-ce que moi en moi, comment est-ce que je peux changer les choses en moi? Et en les changeant en moi, ça va les changer dans mon environnement, dans mon contexte, dans ma relation, dans l'extérieur. Et donc, je n'étais pas trop au même diapason que ces groupes, que ces forums. Moi, je considère ça comme un don, comme un cadeau, ouah, que j'ai envie de déballer tous les jours, en fait, parce que je sais que cette hypersensibilité, tu vois, elle me donne elle me donne cette opportunité exceptionnelle de m'émerveiller devant un coucher de soleil, d'avoir les larmes aux yeux quand je vois des gens qui se témoignent de l'amour, tu vois. Et je me dis, mais tout ça, c'est tellement un cadeau. Et donc, comment est-ce que je peux nourrir ça? Tu vois? Plutôt que de Alors, dire, oh oui, mais c'est tellement compliqué, quand je suis triste, je suis très triste. Ben oui, c'est vrai. Mais il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est celle de, euh, tu connais peut-être, celle des deux loups qui oui, je sont, connais, ouais. tu vois? Ouais. Mais peut-être on peut juste la partager pour ceux qui nous regardent, parce que peut-être qu'ils ne la connaissent pas. C'est un, c'est un enfant, il va trouver son grand-père, qui est un vieux sage indien. On est fin de journée, il est au bord du feu et il est très pensif. Et il fume son calumet, il est très pensif et son petit-fils vient s'asseoir à côté de lui, plein d'admiration pour son grand-père. Et il lui dit, mais grand-père, à quoi tu penses en fait? Et il retire son calumet et lui dit, mais je pense au combat qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ah, le combat? Il dit, oui, oui, un combat entre deux loups. Oh, deux loups. Puis le grand-père continue, ouais, il y a un loup, il est colère, il est tristesse, il est frustration, il est jalousie. Euh, et puis, il y a un autre loup, il est douceur, il est bienveillance, il est joie, il est bonheur, il est partage, il est générosité. Et le petit-fils comprend pas très bien et lui dit, mais grand-père, tu m'as dit qu'il y avait un combat. C'était un combat, donc qui gagne? Et il le regarde avec des yeux remplis d'amour et il lui dit, mais celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris le plus, en fait. Et j'ai eu envie, pour moi, ça a été vraiment une magnifique découverte de moi-même à travers cette hypersensibilité, mais j'ai eu envie de nourrir la bonne partie de cette hypersensibilité. Bah, pour en revenir, tu fais comment finalement pour nourrir cette partie chaque jour? Comment tu le fais? Par tes Euh, actions. je, je crois beaucoup dans les rituels, D'accord. les choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut continuer, tu vois, parce que c'est par la répétition qu'on va ancrer les choses dans notre inconscient. D'accord? D'accord. Je fais le signe là derrière notre tête parce que c'est comme si notre inconscient, il était à l'arrière. Tu vois, il y a comme notre conscient qui pilote un peu les choses là, à l'avant et puis il y a notre inconscient à l'arrière. Et en fait, dans notre inconscient se trouve tout ce qu'on a vécu entre 0 et 7 ans. Parce que notre cerveau était dans une onde magnétique, énergétique, qui sont des ondes θ, qu'on appelle les ondes θ,
C'est les ondes dans lesquelles les hypnothérapeutes nous placent pour aller dans notre inconscient. Mais l'enfant, naturellement, son cerveau émet les ondes θ. Et donc, il est programmé pour apprendre. Donc, tout ce qu'il enregistre dans son cerveau entre 0 et 7 ans, ça va le conditionner toute sa vie. Ça va aller dans son inconscient. Donc, les blessures qu'on peut vivre à ce moment-là, les paroles qu'on peut nous dire, que ce soit nos parents, que ce soit les éducateurs, que ce soit les copains à l'école, etc. Donc, ça va vraiment nous conditionner, ça va créer des croyances en nous. Et alors, il y a des croyances qui vont nous porter, puis il y a des croyances qui vont nous limiter. Et finalement, ce qui est formidable dans la vie, c'est qu'on peut changer tout ça. On n'est pas condamné. Même malgré ce qu'on a pu vivre, d'aussi douloureux soit-il, toutes nos expériences, on n'est pas condamné, on peut changer les choses et on les change par la répétition. D'accord. C'est comme quelqu'un... C'est-à-dire que pour toi, en fait, pour pouvoir changer ses croyances, c'est par la répétition qu'on va y arriver, c'est ça? Alors les croyances, c'est un autre sujet. D'accord. Alors l'inconscient, alors? Mais en tout cas, on peut aller reprogrammer des choses dans notre cerveau par la répétition. D'accord? Les croyances, c'est un sujet encore un peu plus subtil. On peut en parler parce que c'est fondamental comme sujet. Mais si on reste au niveau des rituels et de la répétition, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'exemple de conduire une voiture, hein, eh bien, on est arrivé à devenir conducteur, mais à le faire de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'on regarde la route et s'il y a un obstacle qui se trouve sur notre trajet, c'est inconscient. On va freiner, débrayer, l'éviter, réembrayer, réaccélérer. Ce n'est pas qu'on doit y penser pour le faire, en fait. Ça va se faire automatiquement. Et ça c'est… Bon, je pense que personne n'a appris à conduire entre 0 et 7 ans. Hein. Non, je crois pas, non. Non, on l'a appris par après. Pourtant, c'est rentré dans notre inconscient. Et donc, ça s'est fait par la répétition. On a été roulé, 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 roulé. Et finalement, ça rentre à l'intérieur. Et donc, je crois beaucoup aux rituels et je fais beaucoup de rituels qui m'apaisent, qui me mettent dans une sérénité, qui nourrissent le bon loup. Alors, je pense à la méditation. Ouais, ça, c'est super. Comment est-ce qu'on peut aller dans des méditations qui harmonisent nos énergies intérieures? Je pense à aller marcher dans les bois, la nature, la connexion avec la nature. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'y vais tous les jours marcher. Ça harmonise quelque chose à l'intérieur de moi. Je me connecte à la nature, au vent, au soleil, au bruit des feuilles, des arbres, au vent qui passe dedans, aux animaux. La connexion avec la nature, pour un hypersensible, je sais que si moi je vais dans la nature par rapport à quelqu'un qui est, on va dire, en sensibilité normale, j'aime pas trop les étiquettes, Ouais, c'est vrai que c'est pas… Ouais. Ça aide à comprendre un peu. Je sais que je vais avoir ma joie qui est là, alors que l'autre, sa joie, elle est peut-être là, tu vois. Et donc, je cultive ça. Je fais très attention à tout ce qui rentre à travers mes sens, que ce soit ma vue, que ce soit mon ouïe, que ce soit mon odorat, que ce soit le goût. Donc, ça veut dire que je vais privilégier de passer mon temps avec des personnes qui montent mon énergie. Ceux qui la descendent, ils sont gentils, je les aime bien, mais je ne les fréquente pas. C'est aussi simple que ça. Je vais être très vigilant par rapport à ce que je vois ou ce que j'entends. Donc, j'ai remarqué que les informations, la télévision m'impactaient négativement. Et donc, j'ai revendu ma télévision. Je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de radio. Parce que, bon, si un jour on invente un journal positif, Cool, ouais. ouais, ça m'intéresserait, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je lis aussi des choses qui nourrissent ma sensibilité, qui nourrissent tout ça. Et au niveau alimentation, ça, c'est un thème qui est fondamental pour les hypersensibles. Il y en a trop peu qui font attention à ça. Il y a un lien énorme entre l'émotivité et notre microbiote, ce qui est dans notre flore intestinale, ce qu'on appelle le deuxième cerveau.
on remarque que les émotions viennent de là. Si on enlève les machines distributrices de soda et de… Chez nous, on appelle ça des gougouilles, c'est des sucreries, tu vois. Quand on remarque qu'on enlève ça dans les prisons et dans les écoles, il n'y a quasi plus de violence. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le sucre a un lien extrêmement étroit à nous faire vivre des émotions très fortes. Donc, quand on est hypersensible, le Ouais, c'est sucre, compliqué à il faut comprendre. arrêter, quoi. Il faut vraiment arrêter. C'est catastrophique. Mais est-ce Donc, qu'il y a que le sucre ou bien il y a encore d'autres en fait, c'est tout ce qui donne une flore intestinale inflammatoire, enflammée. D'accord? Il y a une alimentation qui est inflammatoire et puis il y a une alimentation qui désenflamme la flore. Donc, je suis très attentive à ça. Je suis suivi des études de nutrithérapie, c'est comment se soigner par l'alimentation. Et donc, j'ai pu apprendre et expérimenter que la viande est inflammatoire, les sodas, tout ce qui est sucrerie, tous les produits de l'industrie agroalimentaire, tous les produits laitiers, donc le yaourt, le lait, le fromage, sont inflammatoires. Et donc, je sais que depuis que j'ai changé mon alimentation, donc une alimentation qui sont des produits bio, qui ont je dirais, qui ont un rapport avec le vivant, la terre, le plus court possible, qui n'ont pas été transformés, donc les fruits, les légumes, les légumineuses. Et puis, il y a un complément alimentaire que je prends qui m'aide énormément. Alors, les hypersensibles, ah mince, je vois que ma caméra s'est coupée. C'est tout C'est bon. bon? Ouais, c'est tout bon. OK. C'est le magnésium. Il faut savoir qu'en tant qu'hypersensible, on est également hypersensible au stress. On le ressent beaucoup plus que quelqu'un d'autre. On a beaucoup plus d'informations qui viennent de notre environnement que quelqu'un d'autre. On capte tout en fait. Et donc, ça génère un stress et ce stress nous fait perdre du magnésium. Le magnésium intervient dans l'énergie, le maintien et le transport de l'énergie. Donc, se supplémenter en magnésium, depuis que je l'ai fait, ça change la vie. Wow. Vraiment. Et ça c'est intéressant d'expérimenter. Parce que moi, je me disais, ouais, non, les compléments alimentaires, machin, moi, je veux du naturel, ni nana, le corps est bien fait. Ouais, mais non. Parce que on vit dans des environnements, on vit dans des villes, ce sont des environnements pollués, il y a plus de bruit, etc. Les métiers qu'on peut faire peuvent être stressants. On a des caractéristiques internes, physiologiques qui nous rendent plus sensibles aux choses. Donc, je me suis dit, je vais tester en fait. Est-ce que tu utilises d'autres compléments en fait ou bien c'est que le magnésium? Je prends du magnésium, mais dans les compléments alimentaires, il y a 80% des marques qui sont vraiment des produits de mauvaise qualité. Oh là là, ouais. Tu vois? Donc, c'est important d'être attentif à ça. Alors, le magnésium, si ça vous intéresse, prenez une solution qui combine trois choses. Un, du glycérophosphate de magnésium, parce qu'il y a plein de magnésium différents. C'est le magnésium qui est le plus biodisponible pour le corps humain. C'est le glycérophosphate de magnésium, combiné avec de la B6, c'est une vitamine, et avec de la taurine. Alors, il y a une croyance générale que la taurine est un excitant. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'il y a de la taurine dans le Red Bull que la taurine est excitante. C'est le reste de ce qu'il y a dans le Red Bull qui est excitant. C'est le sucre, c'est la caféine, c'est tout le reste. La taurine est excellente et permet de synthétiser encore plus le magnésium pour qu'il soit biodisponible pour le corps. Donc, voilà, il y a des produits qui reprennent ces trois caractéristiques. Sinon, je prends aussi un petit sachet multivitaminé qui est une sorte de combinaison de toute une série de vitamines. Je prends ça chaque jour et c'est vrai que c'est au niveau du maintien de l'énergie, c'est quelque chose qui, je remarque, m'aide beaucoup et les personnes à qui je le conseille, ça les aide beaucoup. En fait, c'est assez fou parce qu'en fait,
en tant qu'hypersensible, on pourrait se dire ouais, la personne ne va jamais se lancer finalement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, toi, tu t'es lancé, quoi. Tu as tenté, et puis qu'est-ce que tu en as tiré finalement de cette expérience? Comment ça s'est passé pour toi finalement, ce début, ce début? C'est, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aventure de développement personnel numéro un qui existe. Tu vois? Et quand j'ai démarré dans cette activité complémentaire, d'abord dans le domaine financier, dans le marketing relationnel, j'y connaissais rien, j'avais jamais été indépendant de ma vie. Ça me faisait peur parce que je viens d'une famille de salariés. Mon père était prof, ma mère était mère au foyer, donc j'avais des croyances en moi qui étaient l'indépendance, c'est dangereux, il doit payer beaucoup d'impôts, il n'a pas de sécurité, ceci. Donc, tu vois, j'avançais avec tout ça. Mais ça m'a pris comme un virus, en fait. Ça a été une aventure extraordinaire. Je me suis rendu compte que à travers cette aventure d'entrepreneur, il y avait plein de croyances que je rencontrais, que je pouvais transformer. Et puis, je devais me développer personnellement parce que je devais développer plein de caractéristiques de moi différentes, en fait. Et j'apprenais. Et en fait, je suis un amoureux de l'apprentissage. Je considère que l'épanouissement personnel, c'est quelque chose qui est même encore plus haut que le bonheur. Parce que finalement, le bonheur, c'est très épisodique. De temps en temps, on est vraiment heureux, de temps en temps, on l'est moins. Ce n'est pas quelque chose de stable. Mais l'épanouissement personnel, c'est comme quelque chose qui grandit tout le temps. Et à travers l'entrepreneuriat, on progresse, on apprend. Et finalement, j'ai l'impression que la source du bonheur, la source de l'épanouissement personnel, c'est le fait de grandir. Si on observe les enfants, ils grandissent tout le temps. Un enfant, déjà, il grandit physiquement, mais il grandit tout le temps. Il crée tout le temps des nouvelles connexions neuronales. Il apprend des nouvelles choses. Il se fait des nouveaux amis. Il fait des nouvelles activités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un enfant, on peut les observer. Un enfant, fondamentalement, c'est heureux. De temps en temps, ils sont traversés par des émotions inconfortables. Ils les vivent, ils les sortent, ils les déchargent, mais ils sont heureux. Un adulte, c'est stressé. Ouais, ça c'est clair. En moyenne, hein, en gros, hein, je caricature un peu, mais c'est stressé et de temps en temps, c'est traversé par un peu de joie. Mais pas trop parce que il y a les autres qui nous regardent, donc il ne faut pas trop l'exprimer. Tu vois, donc c'est un peu, on met une sorte de couvercle sur tout ça. Et je me dis, mais finalement, quand on retrouve cette notion d'apprendre, de grandir, de faire des nouvelles expériences, on retrouve cette joie intérieure, on retrouve ce bonheur, on retrouve cet épanouissement personnel. Et pour moi, je le retrouve très fort dans l'entrepreneuriat. Mais pour toi, clairement, qu'est-ce qui a été vraiment au début, quand tu as commencé, les plus grands défis en fait pour toi en fait? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Sortir de ma timidité maladive. Et puis Je sais, comment tu as hein, réussi finalement à en sortir? j'ai remarqué, ça a été pour moi, je pense que le mot obsession serait le mot approprié, mais pour moi, depuis enfant, ça a été une obsession de sortir de cette timidité. Je savais que si je resterais dedans, ça me fermerait au monde. Et donc, j'ai toujours essayé de sortir de ça. Ado, j'essayais, j'ai même fait une expérience en Belgique. On parle français dans la partie nord et on parle néerlandais dans la partie sud. Et donc, Liège se trouve en partie nord et je suis pas très loin de certaines villes qui sont en partie néerlandophone. Et à 13 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école en néerlandais, donc chez les Flamands, près de Hasselt. Et je suis allé à l'internat pendant 2 ans. Et c'était une expérience incroyable. Puis c'était incroyable de poser cette question-là à 13 ans à ses parents. Mais je savais que je voulais faire cette expérience pour relever le challenge d'apprendre une autre langue, mais aussi d'être obligé d'apprendre une langue pour me faire comprendre par les autres. Et donc, j'avais l'impression que ça pourrait me sortir de ma carapace. Et finalement, je suis resté là 2 ans.
Et puis, je suis rentré pour terminer mes études en français. Et j'ai dit à mes parents, j'ai échoué. Et ils ne comprenaient pas, ils étaient surpris. Échoué, de quoi? J'ai échoué, je suis toujours aussi timide. Tu vois? Et donc, j'ai toujours été en recherche de comment je peux sortir de ça. Et, et cette expérience professionnelle, c'était un métier hyper difficile. Genre, il y avait genre une personne sur 1000, 1500 qui réussissait là-dedans parce que c'était très dur de créer des équipes, de motiver les gens, de les garder, de faire des ventes, d'avoir du bouche à oreille, de tout ça. Et je devais dépasser mes peurs, je devais faire face à mes démons parce que je me souviens, au premier week-end de formation, je devais appeler des connaissances pour leur dire, je viens de faire une formation, j'ai une info géniale à te communiquer, quand est-ce qu'on peut se voir, est-ce que tu es dispo début, fin de semaine, etc. Et j'avais peur de ce qu'ils pensent de moi, qu'ils me disent non, enfin plein de trucs. Et je tremblais au téléphone, mais je me suis forcé en fait. Et je l'ai fait une fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Puis je devais aller sonner chez les gens que je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel. Le premier bouquin que je l'ai lu, pour moi, c'est celui que j'emporterai sur une île déserte, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et je lisais des bouquins et j'appliquais au quotidien dans mon job, en fait. Et je commençais à avoir de plus en plus d'assurance, je commençais à grandir, je commençais à avoir plus de réussite dans ce que je faisais, etc. Et donc, finalement, c'était un métier où je pouvais combiner et le développement personnel et tout de suite le pratiquer dans ce que je faisais. Et donc, j'apprenais, j'agissais, j'apprenais, j'agissais, j'apprenais, j'agissais. Et donc, c'est ça qui m'a permis de sortir de tout ça et de découvrir, oui, l'entrepreneuriat. Puis, je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler pour une marque en tant qu'indépendant, je voulais créer ma propre marque, entre guillemets, mes propres programmes d'accompagnement, etc. Donc, voilà un peu comment les choses se sont mises en place. Comment t'en es arrivé à te dire ouais, je veux créer finalement mon propre truc, quoi? Comment t'en es arrivé à là, en fait? Parce que quand tu travailles pour quelqu'un ou pour une marque en particulier, il y a toujours un moment où tu te diras, oui, mais avec ça, je ne suis pas d'accord. Avec ça, pour moi, ça ne fait pas du sens. C'est pas aligné avec mes valeurs, c'est pas aligné avec qui je suis vraiment, ce qui me fait vibrer à l'intérieur. Donc, j'ai eu plusieurs expériences comme ça, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je trouve pas, bah, je crée. Ouais, c'est mieux. Quand il y a un service que tu trouves pas, crée-le. Tu vois? Souvent, les gens disent, oh oui, mais ça va pas, et il faudrait rectifier ça. Ah oui, mais ça va. Ben, crée-le. Si tu n'es pas content, fais autre chose. Mets-le en place, en fait. Et moi, j'ai ce tempérament-là. Je suis quelqu'un qui est très. En fait, du fait de ma timidité, ce qui est incroyable, c'est que dans ma vie, ça m'a rendu hyper observateur, tu vois, hyper analytique, mais dans les moindres détails. Donc, ça veut dire que je peux, juste en observant quelqu'un, comme il se tient, savoir exactement dans quelle émotion il est, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, quelles sont ses peurs, quels sont ses rêves. Waouh. Donc, euh, j'ai cultivé ça, j'ai fait grandir ça. Et donc, ça me passionne d'analyser les choses et de me dire, tiens, là, il y a peut-être un service qui peut être proposé qui va vraiment aider les gens. Tu vois? Et comment est-ce que je peux l'optimiser? Et puis, j'ai développé un truc. Moi, j'étais quelqu'un qui avait très peur, mais peur de tout, en fait. Euh, Peur d'agir, peur de ce que pensent les autres, peur d'échouer, peur de réussir. Et pour moi, ça a vraiment été un apprentissage dans la vie de savoir comment est-ce que je peux faire face à mes peurs, comment est-ce que je peux dépasser les obstacles. Et puis j'ai remarqué qu'en fait, chaque fois que j'agissais, chaque fois que je passais à l'action, ça me faisait dépasser tout ça. Et donc je suis devenu comme je ne vais pas dire un expert, mais j'ai développé comme une facilité à passer à l'action, à agir. Dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur,
Ben, je le fais d'office. Et ben, du coup, ça m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat. Et alors, je me dis, ben, j'agis. Alors, même si ce que je fais n'est pas parfait, parce que ça, c'est un problème de beaucoup d'entrepreneurs, il faut que ce soit parfait pour que je le propose. Non, 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 c'est une grosse erreur. Propose-le. Et avec le retour des gens que tu vas avoir, tu vas pouvoir faire des rectifications supplémentaires progressives. Les Japonais appellent ça kaizen. C'est amélioration successive constante. Donc, tu proposes quelque chose et t'améliores, 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 t'améliores tout le temps. Ton produit, ton service, en fait. En fait, un des, on va dire, un des défis pour les hypersensibles, c'est quand même de sortir finalement, d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Puis comme tu dis, le passage à l'action. Oui, ça, le passage à l'action, c'est essentiel. Il y a une grande difficulté qu'on a dans aller à la rencontre de l'autre, c'est le fait qu'on soit aussi, on n'est pas seulement avec une sensibilité élevée de nos propres émotions, on ressent aussi très fort les émotions, les énergies des autres. C'est très déstabilisant. Et donc, j'ai remarqué que plus je passais à l'action dans ce qui faisait du sens pour moi, plus ça créait du focus sur ce qui est important pour moi, plus je devenais beaucoup moins éponge à ce que vivent les autres. Tu vois, je le ressens toujours, mais je peux continuer mon chemin. Avant, ça me déstabilisait, tu vois. Et maintenant, le fait d'être dans cette action, dans ce focus, de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, de revenir régulièrement à ça, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui fait du sens, c'est quoi ma mission de vie, eh ben, ça me permet de continuer à avancer, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais finalement pour les personnes hypersensibles qui veulent se lancer finalement comme entrepreneurs? Qu'est-ce que tu leur conseillerais finalement Eh ben, de se lancer. de se lancer? Ben, le mot est lourd de sens. C'est juste se lancer, c'est se lancer, c'est faire un premier pas, facile, petit. Alors, il peut y en avoir plein quand on veut se lancer. On peut aller à la rencontre de gens qui se sont lancés et juste comme ce que tu fais ici, ce qu'on fait ensemble, tu me poses des questions. Et je suis sûr que, au-delà du fait de notre échange, de cette co-création quelque part de notre échange, ça peut aider des personnes de l'extérieur, mais ça peut aussi t'aider toi. Et je Exactement. suis sûr qu'en faisant ce que tu fais, tu le sais très bien. Tu vois? Exactement. Donc, quand tu vas à la rencontre de personnes qui ont réussi des choses auxquelles toi tu aspires, ça donne un grand bol d'air frais. Donc, je conseillerais ça. Allez rencontrer des personnes qui vivent des choses que vous aspirez à faire, à être. Et finalement, agissez, même si ce n'est pas parfait, même si ça fait peur, mais agissez par petits pas, petites étapes. Ne mettez pas la barre trop haut dès le début, parce que ça, c'est le meilleur truc pour se prendre vraiment une claque et puis de rentrer, de se dire oh, je suis nul, ça va pas, c'est pas pour moi, je retourne vers un boulot nourricier où j'ai de la sécurité, ceci ou cela. Tout ce qu'on peut se raconter finalement euh, dans, dans son chemin de vie. Et une troisième chose, chaque fois que vous rencontrez une émotion, vivez-la un max. Donc il y a des émotions de peur qu'on va rencontrer euh, quand on veut entreprendre. Il y a des moments où on va se sentir comme si on est au bord du précipice là, et on a juste une envie, c'est de faire demi-tour en fait. Et ce qui est formidable, c'est que quand on vit cette émotion de peur, quand on la laisse sortir de nous, en conférence, je partage un exercice du docteur Tal Chaleur, SCHA2LER, qui est un exercice pour faire sortir la peur. On a remarqué que il y a des populations sur la Terre, sur notre magnifique planète, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de cancer, pas de dispute. C'est incroyable. Et en fait, on remarque que chez eux, toutes ces populations-là,
ils ont une caractéristique commune, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils vivent leurs émotions comme un enfant de 3 ans. Et donc, quand ils sont tristes, ils vivent la tristesse. Comme un enfant de 3 ans vit la tristesse. Quand ils sont en colère, ils vivent la colère. Quand ils ont peur, ils vivent la peur. Et donc, l'idée, c'est la sortir de notre corps, vraiment, et de bouger les membres et la sortir. C'est une énergie qui nous traverse et qu'on sort. Et quand on fait ça, après, on avance. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait plus peur. J'ai encore plein de peurs. Mais j'ai arrêté de les écouter. Je fais sortir l'énergie, ça me prend quelques secondes et j'avance. Alors, j'avance avec la peur, mais j'avance. Et je fais des petits pas successifs. Tu vois, facile, tranquille. Comment tu t'es senti au final quand tu as eu ton premier client, par exemple? Ah, c'est extraordinaire comme sensation. C'est extraordinaire comme sensation. C'est une sensation d'aboutissement, de reconnaissance, de fierté, de se dire, je tiens un truc là, ça marche, de qui je suis, de ce que je fais. Il y a des gens qui s'y intéressent. C'est extraordinaire. C'est comme recevoir un diplôme du NIF, rencontrer la femme de sa vie, tout en même temps. Tellement c'est magique en fait. C'est vraiment une sensation de bien-être extrêmement intense. Comment tu as fait finalement pour en arriver à là, finalement? Parce que En fait, on va quand même figure- être réaliste quand même. À avoir son premier client, c'est quand même tout un travail, quoi, derrière. ouais, bon, moi, j'ai travaillé 7 ans dans le marketing relationnel et puis j'ai arrêté pour des questions de valeur. Je gagnais extrêmement bien ma vie, j'avais beaucoup de reconnaissance, ça me faisait beaucoup de bien parce qu'en plus, à 21 ans, même mes parents m'avaient jeté de chez eux, donc j'étais en recherche de reconnaissance. Tu vois. Et on faisait des grands voyages, on vivait des grandes expériences, etc. C'était formidable. Mais cette entreprise, leur philosophie ne correspondait pas à mes valeurs profondes. Elle considérait trop les gens comme des portefeuilles ambulants et j'avais vraiment une difficulté avec ça. Et donc j'ai arrêté. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle La magie de voir grand. Super bouquin. Et ce bouquin disait, on a tous un don, on a tous un chemin de vie où on a traversé des difficultés et finalement, on est là pour faire une différence dans le monde, on est là pour aider les autres. Et comment est-ce qu'on peut les aider? À travers des compétences qu'on a acquises à traverser cette difficulté. Tu vois? C'est ce que tu fais, je pense, Exactement. des hypersensibles, parce que tu sais à quel point cet hypersensible a pu créer de l'inconfort en toi, dans ta vie. Mais tu sais que de l'avoir traversé, ça t'a fait grandir. Et donc, quand on se sent connecté à soi, on est connecté aux autres. On est tous connectés, donc on a envie de faire quelque chose pour les aider, en fait. On a envie de contribuer, en fait. Moi, je vois que Ouais, dans de contribuer. l'hypersensibilité, il y a beaucoup cette notion de contribution, en fait. Oui, et puis il y a Être au il y a une service de l'autre. caractéristique qu'on a tous en commun, la contribution. Il y a une caractéristique au-delà de ça qui est la recherche de sens. On est profondément, continuellement en recherche de sens. Et c'est quelque chose de formidable parce que c'est comme si il n'y a jamais rien qui est acquis, qui est en place, qui est machin. C'est comme si on est toujours en recherche de oui, mais je veux encore plus de sens, je veux encore plus de. Et donc, dans cette recherche, je pense qu'on a aussi une capacité d'une certaine forme d'ouverture de conscience. Et donc, dans cette ouverture de conscience, ben, on reçoit plein d'informations, on est connecté aux autres. Et donc, cette notion de contribuer, d'aider, elle est ancrée en nous, quoi. Et puis finalement, c'est, ouais, je voudrais pas être autrement. Parce que je me suis déjà dit plein de fois, à des moments très douloureux, tu vois, je me suis déjà dit plein de fois de maudire
cette hypersensibilité, cette hyperémotivité, vraiment de la maudire, de la détester. Et puis je me suis dit, mais si elle n'était plus là, elle serait aussi plus là pour le bon et l'excellent, le très bon. Et je dis ça, je ne veux pas, jamais, jamais. Je veux garder ça. C'est trop extraordinaire de se sentir connecté comme ça au monde, à la nature, aux gens. C'est magnifique en fait. Donc comment est-ce que dans notre don, on peut devenir une main tendue pour quelqu'un d'autre en fait? Tu vois? Ça, je trouve ça magique. Et j'ai un plaisir immense à travers les conférences, le coaching, de connecter les gens à leur trésor intérieur, leurs dons, pour pouvoir devenir un contributeur, faire une différence dans ce monde. Avant, tu parlais des dons, en fait. Et tu parlais aussi que tu avais développé finalement ce don de l'observation. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous partager finalement d'autres dons que tu as développés en tant que une personne hypersensible? La capacité de ressentir les choses avec une certaine forme de justesse. La capacité de me connecter à mon intuition profonde. Cette petite voix qui est à l'intérieur de nous et qui nous parle. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on recherche aussi le silence. On recherche aussi une certaine forme de solitude. Alors moi, j'aime le contact avec les autres. J'adore le lien, j'adore la connexion. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai 2 frères, une sœur. Ils ont tous 3 enfants. Donc les fêtes de famille, c'est très... il y a du mouvement, quoi. J'adore ça. Mais j'ai besoin aussi de moments où je me retrouve, de moments de solitude, de moments de silence. Et le fait d'aller dans ce silence, pas seulement un silence de bruit ou de... C'est aussi une sorte de silence intérieur, un silence des pensées. Ça me connecte très fort à mon intuition profonde, ma petite voix, tu vois? Ouais, je vois très bien. Et le fait d'être connecté à ça, ça me permet de créer une vie en harmonie avec ça. Et qu'est-ce que c'est bon finalement? Qu'est-ce que c'est? Et ça fait grandir, tu vois? Au moment où on se parle, il y a un peu plus d'un mois, 5 semaines, je me suis séparé de ma compagne. Et j'ai souvent vécu des séparations assez douloureuses, euh, surtout voilà, c'est jamais agréable en fait. Quand tu sais que l'autre a de la peine, même si tu sais que tu prends la bonne décision, cette peine, tu n'y es pas insensible en fait. Et puis tu dois retrouver tes marques, tu dois retrouver une certaine forme de... Enfin, voilà, c'est jamais évident. Mais je remarque qu'avec tout ce que la vie m'a appris, cette écoute de l'intuition, cette connexion aux choses, eh bien, ça me permet de traverser aujourd'hui des événements qui auraient été catastrophiques avant avec beaucoup plus de paix, de sérénité, de recul, en fait. Tu vois, donc, je crois que le fait que quand on arrive à bien se connecter à son intuition, on arrive à se dire oui, mais c'est la bonne chose, en fait. Et puis, bon, j'ai un job que j'adore, qui me passionne. Ah ben, le fait de le pratiquer, ça me remet mon focus dans des choses essentielles et qui me font monter mon énergie et qui me font me sentir heureux, bien, épanoui. Tu vois, donc, je trouve ça donne... quand on rencontre notre hypersensibilité avec un regard bienveillant, doux, ça nous fait grandir et ça nous fait amortir les chocs de la vie, les claques de la vie avec beaucoup plus de distance et de positivité. En fait. Je voulais revenir, tu sais, au passage à l'action, parce que je pense Ouais, que c'est quelque chose d'essentiel, en fait. En fait, au début, quand on commence l'entrepreneuriat, on n'est pas tellement conscient finalement que c'est super important de passer à l'action. Et puis, je voulais savoir, en fait, comment toi, tu arrives à équilibrer finalement ces moments de passage à l'action et puis ces moments où tu as besoin aussi de te retrouver avec toi-même pour pouvoir récupérer aussi pour la suite, tu vois. ouais.
euh, j'écoute ce que mon corps me dit. On a un outil qui est extraordinaire, c'est notre corps. C'est un véhicule magnifique. Et notre corps ressent quand notre énergie monte ou quand elle descend. Et je suis très à l'écoute de ça. Je suis très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on a tous hein, ce truc-là où on discute avec des gens et ils nous bouffent notre énergie. Ah ouais, ça je connais aussi. Tu as juste envie de rentrer et de faire une sieste, tellement tu es vanné en fait. Et donc, je suis très attentif à ça. Si je ressens ça chez certaines personnes, je vais moins la fréquenter en fait. Et donc, agir, il y a une conférencière qui est formidable qui s'appelle Mel Robbins, qui a écrit un livre qui s'appelle La règle des 5 secondes. Et elle part du principe où chaque fois qu'on a un élan de vie, un truc, je dis, oh, je devrais faire ça, ou je devrais aller courir, ou je devrais aller parler avec cette personne-là. On a tous des moments où on se dit, je devrais faire ça, et si on ne le fait pas, on donne le volant de notre vie, on le confie à nos pensées, à notre mental. Et là, le mental, il reprend le dessus et dit, ouais, non, ne le fais surtout pas, parce que tu risques d'être rejeté, abandonné, d'avoir mal, ceci, cela. Donc, reste bien dans ta zone de confort. Et puis, on ne le fait pas. Et le truc, c'est éviter de donner le volant à notre mental au moment où on a un élan de vie. Donc, c'est de faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et le décompte, c'est puissant, hein, c'est prouvé scientifiquement, ce décompte ne laisse pas le temps au mental de prendre le dessus et aux peurs de s'affoler, etc. Et donc, le décompte 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et c'est incroyable parce qu'on passe à l'action, ça fait monter la confiance en soi, ça fait monter l'estime de soi, ça donne des résultats, on a envie de faire d'autres choses. Et en même temps, on peut être dans cette action et en même temps, cette écoute dans le corps qui dit « Ah, fais attention au niveau sommeil, fais attention à ce niveau-ci, fais attention. » Et donc, de pouvoir être dans une sorte d'équilibre au niveau des deux, tu vois. Comment tu fais pour organiser aussi ton temps? Parce que je vois aussi que moi aussi, comme dans mon parcours aussi, j'ai eu quand même aussi de la peine à trouver aussi un juste milieu. Comment planifier, comment organiser? Ouais. Surtout quand tu commences à être entrepreneur, c'est un truc mais qui est obligatoire en fait. Carrément, carrément. Moi, je crois que en plus de l'hypersensibilité, je dois avoir un TDAH. Ah ouais? Ouais. Euh, il n'a jamais été diagnostiqué, j'ai pas envie de passer les tests, ça m'intéresse pas. Mais j'ai des amis qui le sont, qui ont été faire tous les tests, qui m'ont dit André, toi c'est clair que tu l'es. Ils m'ont envoyé des articles, c'est vrai que je me retrouve dans toutes les caractéristiques, et notamment d'avoir une attention qui peut être vite dispersée. Et ce qui m'aide énormément, c'est de noter. Je note tout. Donc la veille de chaque jour, je note ce que je dois faire le lendemain. Et je sais que ça me donne un focus. Ok, j'ai fait ça, je le barre. Puis je passe à la suite. Ah, il y a cette info-là qui vient. Ok, non, focus. Je dois d'abord faire ça, puis j'irai voir l'information. Tu vois? Et il y a autre chose qui est important en termes d'organisation, de planification. Il y a une histoire hein, qui est pas souvent partagée sur Internet. C'est un professeur. Il arrive avec un grand vase vide et il le remplit de grosses pierres, des gros cailloux. Il remplit le vase jusqu'au bout, jusqu'au dessus. Et il dit à ses élèves, est-ce que le vase est rempli? Les élèves disent, bah oui. Ah. Il sort un autre sachet avec plein de petites pierres, petits cailloux. Il vide dedans, jusqu'au dessus. Est-ce que le vase est rempli? Bah ouais. Il sort un autre sac de sable. Il vide le sable qui va se mettre à l'intérieur des interstices, etc. Est-ce que le vase est rempli? Ah oui, oui, là, il est complètement rempli. Il prend de l'eau, il verse l'eau et ça aille jusqu'au bout. Et puis il dit, quelles sont les grosses pierres de votre vie, de votre emploi du temps? Quels sont les trucs que vous faites qui sont des voleurs de temps?
finalement. Et ça, c'est intéressant de s'interroger et de se dire, qu'est-ce qui bouffe mon temps? Alors, il y a plein de trucs qui peuvent bouffer le temps. Le téléphone, les mails, les réseaux sociaux, les gens. Et donc, c'est de se mettre des sortes de filtres. Donc, si les réseaux sociaux sont un voleur de temps pour nous, ben, désactivons les notifications, déjà. Et octroyons-nous peut-être un moment sur la journée pour y aller. OK, on y va à ce moment-là, on traite ce qu'il y a à traiter, mais on n'y va pas continuellement. Tu vois? J'ai enlevé les notifications, j'ai enlevé même l'application Instagram sur mon téléphone pour ne plus être tenté Toujours y aller, quoi. d'aller dessus, tu vois? Ou c'est pareil pour les mails, c'est le fait de se dire, tiens, je peux peut-être aller sur mes mails et le matin et le soir, plutôt que chaque fois qu'il y en a un qui cligne comme ça. Donc, c'est identifier les voleurs de temps. Il y a des personnes qui peuvent aussi nous bouffer beaucoup de temps. Donc là, c'est de remettre les choses à leur juste place, en équilibre, en fait. Pour pouvoir consacrer notre attention, notre temps à ce qui est vraiment important. On a une vie. Enfin, je considère qu'on en a plusieurs, qu'on est dans cette réincarnation-ci, mais on se souvient d'une vie, celle dans laquelle on est. Et elle passe à une vitesse. en un claquement de doigts. Et c'est tellement épanouissant de se focusser sur ce qui est important pour nous. Et plus on passe du temps dans ce qui est important pour nous, plus on a envie d'en passer. C'est comme une spirale positive finalement. Donc voilà, peut-être que ça répond à ta question, Nicolas. Ouais. Tu sais, j'aimerais bien aussi que, parce qu'en fait, je me suis rendu compte même moi-même, en me lançant dans l'entrepreneuriat, il y avait, je sais pas si tu avais déjà entendu, c'est 80% de tout ce qui est état d'esprit et le 20% c'est tout ce qui est tout ce qui est organisation, quoi, au final, tout ce qui est action et tout. Et qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Oui, que c'est 80%, ouais, 80% de motivation, d'inspiration, d'état d'esprit et finalement 20% de technique. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Très, très d'accord avec ça. Mais en fait, il y a un truc quand même qui reste quand même assez... moi, que je trouve quand même qu'il faut quand même se poser la question, c'est comment finalement tu arrives à cet état d'esprit finalement pour toujours continuer à avancer sur ton chemin, tu vois. Ben, c'est quelque chose qui se nourrit. Comme l'histoire du bon, du mauvais loup, ça se nourrit un état d'esprit. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des choses, quand je fais ces choses-là, je me sens, waouh, je me sens bien, j'ai envie de créer, j'ai envie d'agir, j'ai envie de ceci. Et puis, il y a certaines choses, quand je les fais, ça me met dans un état pas top, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire encore plus ce qui nous fait du bien et de diminuer ce qui nous descend. Et de nouveau, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est être à l'écoute de notre état d'énergie, de notre corps, de ce qui nous dit. Quelle personne est-ce que je peux fréquenter? Qu'est-ce que je peux manger pour être plus en énergie? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est généralement se reconnecter à... Il y a deux choses sur lesquelles j'accompagne énormément de personnes. C'est la mission de vie et notre pourquoi. C'est quoi notre pourquoi? C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi nos valeurs? Et plus on est en harmonie avec ça, plus on est aligné. Et plus on connaît son pourquoi, moins on a besoin de motivation. On va chercher la motivation à l'intérieur, on ne va plus la chercher à l'extérieur. Et je pense que ça demande, oui, une sorte de travail intérieur et puis le fait de prendre un moment chaque jour pour se reconnecter à c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma raison d'être et est-ce que je vais faire, est-ce que ce que je m'apprête à faire nourrit ça ou ne le nourrit pas. Moi, j'ai un truc que j'ai pu aussi remarquer aussi, c'est que quand tu te lances, en tout cas dans l'entrepreneuriat, il y a quand même plein de choses en fait à prendre en considération. Et puis, tu es vite lancé finalement dans, dans ce monde un peu Internet et tout. Il y a ces formations-ci, ces formations-là. Et je trouve que quand même, il faut faire très, très, très attention parce que tu peux vite te perdre en fait. Oui, Et, ouais, c'est clair. Et en et même temps, il faut
Moi, j'ai une philosophie où je fais confiance en la vie. J'essaye pas de maîtriser ou contrôler la vague. J'essaye de tenir sur la planche qui est dessus. Tu vois? Et on a trop envie de contrôler la vague ou de faire ceci, cela. La vie, elle nous fait glisser vers où on doit aller. Donc, en agissant, je vais me rendre compte, ah, tiens, ça coince. OK. Si ça coince, je vais aller voir qu'est-ce qui existe pour débloquer ça. Et dans ce qui existe, je vais aller suivre mes intuitions, ma capacité à ressentir les énergies pour me dire, cette personne, je la sens pas. Cette formation, je la sens pas. Mais tu serais étonné parce que des fois, même si on sent au début que c'est la personne, au final, on est quand même un peu déçu. Il y a quand même un truc à la fin qui se dit, attends, est-ce que c'était vraiment la bonne personne? Ou peut-être qu'on avait aussi peut-être trop d'attentes envers cette personne aussi. C'est possible, mais en même temps, les choix qu'on fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Si on les a faits, c'est qu'on devait les faire. Tu vois? Et je pars aussi du principe où parfois, une personne ne doit pas être totalement parfaite pour m'apporter quelque chose. Il faut sortir de ce truc de je veux le partenariat idéal, je veux la formation idéale. Ça n'existe pas. Oui, c'est clair. Donc, il y a quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. OK, je ne suis pas à 100% en accord avec ce qu'il fait, mais dans ce qu'il fait, la façon dont il le fait, ça peut m'apprendre quelque chose, tu vois. Et donc, je pense que on peut retirer quelque chose de chacun. Tu vois, chacun a quelque chose à nous apporter. Mais de nouveau, c'est être à l'écoute. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de prendre ces décisions au fur et à mesure. Tu vois, j'ai eu, ça fait longtemps que je suis sollicité souvent à la fin de mes conférences par des personnes qui viennent me trouver, qui me disent André, je rêve d'accompagner des gens, de devenir coach ou de faire des conférences. Est-ce que tu donnes des formations? Et chaque fois, je dis non. Ou alors on me dit, qui est-ce que tu me conseilles? C'est délicat parce qu'on est tous différents. On a tous une sensibilité différente. Et là, je suis en train de lancer mon école de coaching, en fait. Tu vois? Mais ça fait longtemps que j'y pense ou que j'en ai envie. Mais je me dis, là, c'est le bon moment. En fait, tu t'écoutes finalement. Ouais. Ouais. Et chaque fois que je me pose une question par rapport à quelque chose que je dois faire ou pas, c'est toujours des questions que j'emmène avec moi dans la nature. Et dans ma marche, ou quand je m'assieds au pied d'un arbre, je dépose cette question à l'intérieur. Et je dis, la vie, je te fais confiance, apporte-moi la réponse adéquate. Et la réponse, elle vient toute seule, en fait. Tu vois, dans cette forme de lâcher prise par rapport à la vie. La vie est bien faite quand on lui fait confiance, quand on est sur son chemin de vie. Ce sont les bonnes personnes qui vont venir sur notre chemin. Les choses vont comme s'harmoniser et se dire, mais c'est incroyable. J'avais eu tellement difficile de faire ça. Et là, il y a tout qui se met en place tout seul. Ouais, mais Ben c'est un oui, truc de fou, c'est quand même. Des fois, en fait, je sais pas, en fait, c'est à l'intérieur de nous, il y a un truc qui bloque, quoi, parce que pour réussir à débloquer ce truc, comme tu dis, de vivre vraiment toutes ces opportunités-là qui s'ouvrent, c'est qu'il y a quand même un truc à débloquer à l'intérieur, tu vois. ouais. Mais à partir du moment où on se dit, la vie, elle est là pour moi. Elle n'est pas là contre moi. Elle est là pour moi. Ça donne des lunettes à travers lesquelles regarder la vie qui sont complètement différentes. C'est de se dire, OK, il m'arrive ça, c'est pas évident, mais c'est quoi le message là derrière? Tu vois? Ou, ah mince, je sens que je suis bloqué à cette étape-là. Si je me regarde avec un regard critique et pessimiste, à me dire, je suis nul, la vie est dure, ça m'arrive encore à moi, et pourquoi? C'est la victime, quoi. Ouais, ça, on n'avance pas comme ça. Par contre, se dire, mince, ça, c'est pas évident, c'est vraiment inconfortable. Mais c'est quoi le message là derrière? Comment est-ce que je peux apprendre encore plus à me rencontrer, de qui je suis? Et puis,
quelle pensée, quelle croyance m'a mis dans cette situation. Et de se dire, ah, en effet, là, il y a cette pensée-là, cette croyance-là, elle revient souvent. On va un peu discuter tous les deux, tu vois? Et se dire, mais comment est-ce que je peux faire pour changer mes croyances? Comment est-ce que je peux… Et là, on peut se former là-dedans, on peut se faire accompagner. J'accompagne aussi beaucoup de personnes pour changer une croyance. C'est un processus euh, qui est c'est un processus où on va chercher l'émotion, une émotion très forte à l'intérieur, et euh, on va donner à la croyance limitante une souffrance énorme, mais qu'on va ressentir dans notre corps. Hein. Et on va créer à la croissance portante un plaisir et un confort gigantesque. Ce qui fait que notre esprit va switcher, il va se dire, mais je ne veux pas souffrir, je veux du plaisir. On est tous dans ce cas de figure, on recherche tous le plaisir et on recherche tous éviter la souffrance. On va vers le confort et on veut quitter l'inconfort. On est tous comme ça, tous les humains sur toute la planète. Et donc, on peut développer des trucs pour changer ses croyances sur base de cette approche-là, en fait. Tu penses que c'est possible de débloquer soi-même ou c'est obligatoire d'être accompagné par quelqu'un? Parce que la plupart du temps, on a de la peine vraiment à aller à l'intérieur de nous, puis vraiment à reconnaître cette émotion finalement qui nous bloque. Les croyances, c'est bien profond. Donc, j'aurais tendance à dire de se faire accompagner. D'accord. Et c'est Tony Robbins qui dit « Everybody needs a coach ». On a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un accompagnant, on a tous besoin d'un coup de main, d'une main tendue qui vient nous faire aider à passer un cap, en fait. Et moi, je suis pour l'accompagnement. Je me fais encore accompagner dans plusieurs sphères de ma vie de façon régulière, en fait. Quand je sens que j'en ressens le besoin, je le fais naturellement. Est-ce que selon toi, avant on avait parlé en fait de l'argent et Ouais. c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important en tout cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Puis c'est Oui. que ça va faire vivre notre entreprise. Ouais. Comment toi tu as vécu finalement ce passage-là et puis tout ce qui était finalement mêlé à l'argent, quoi, ses croyances, ses émotions et tout. Ouais, moi j'avais des croyances très limitantes par rapport à l'argent. Je viens d'une famille catholique avec des pensées très judéo-chrétiennes, c'est-à-dire il y a le bon, il y a le mauvais, c'est bien, c'est pas bien, le paradis, l'enfer, enfin, tous des trucs hyper limitants. Et j'avais la croyance que je ne pouvais pas aider les autres et gagner ma vie grâce à ça. Ou que si je gagnais beaucoup d'argent, je serais quelqu'un de différent, quelqu'un de pas bien. Tu vois? Ou que ça me dénaturerait de qui je suis vraiment. J'avais ces croyances-là. Et je m'en suis rendu compte à travers des événements, des situations, et puis à travers des lectures que j'ai pu faire, de me dire, tiens, si je vois les choses de cette façon-là, qu'est-ce que ça pourrait créer de différent dans ma vie? Et puis j'étais faire des séminaires, des formations, des accompagnements pour changer vraiment des croyances, et notamment par rapport à l'argent. C'est essentiel pour les entrepreneurs. Essentiel, ouais. Ouais, mais l'idée, c'est toujours de se regarder avec bienveillance. Se dire, OK, il y a ça. Qui est-ce que je peux fréquenter qui a pété cette croyance-là? Exactement. Alors, les fréquentations, ce n'est pas que des fréquentations physiques. Ça peut être fréquenter des personnes, ça peut être les lire, ça peut être les écouter sur Internet, ça peut être demander une interview, quelque chose, ça peut être se faire accompagner. Mais ce n'est pas que fréquenter, parce que sinon il y a plein de gens qui disent « Oui, mais moi je ne connais personne ». Mais non, un livre, c'est donné à tout le monde. Regarder des trucs sur YouTube, c'est donné à tout le monde en fait. Parce que quand on regarde la vidéo de quelqu'un ou qu'on lit le livre de quelqu'un, ce n'est pas que du contenu qui va venir dans notre mental. On se connecte avec notre cœur, on se connecte avec notre âme et on se connecte avec l'âme de la personne. Parce que quand quelqu'un écrit un bouquin, il met son âme dedans. Exactement. Voilà. Donc,
Ça demande tout un processus, ouais, essentiel pour l'entrepreneur. Ah ouais, mais vraiment essentiel. Et puis je vois que c'est aussi, ben, exactement, la notion d'argent, c'est aussi lié après aux clients aussi, tu vois. Comment, Carrément. comment tu vas aussi attirer ces clients, comment ils vont venir vers toi. Et Ouais, en fait, quand tu commences au début, tu crois que ben, ça va venir comme ça, d'un claquement de doigts, puis en fait, pas du tout. ouais, ouais. Et c'est pour ça que dans le programme dont on parlait au début de l'interview, il s'appelle Hypersensible et Hyper Heureux, j'ai voulu faire intervenir deux personnes sur ce sujet. Il y a Christian Junot, qui est un ancien banquier suisse, qui a fait des vidéos d'accompagnement, et Laurent Chenot, qui est millionnaire sur Internet. Il a plein de programmes, plein. Il a 2 millions de personnes qui le suivent, qui ont laissé leur email pour avoir ces infos. Euh, et il a une réussite incroyable. Il est hypersensible aussi et je trouvais ça intéressant pour voir comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il... Je lisais un livre dernièrement où l'auteur disait, en fait, quand on devient riche, ça amplifie ce qu'on est déjà. Exactement, j'ai aussi lu ça aussi. Et ça, j'ai trouvé ça génial comme phrase. Parce que moi qui avais peur que ça me rende quelqu'un de pas bien ou de hautain ou de ceci ou de cela, en fait, je me rends compte, et par mon expérience que je vis, le truc c'est encore ouais. Et par l'expérience que je vis du financier qui finalement me permet de créer encore plus des choses en adéquation avec qui je suis, et par des autres qui le vivent et qui me donnent aussi ce rendu-là, de dire, mais oui, ça amplifie qui tu es déjà. Donc, si tu es quelqu'un de vraiment pas avec des bonnes intentions, mais ça te rendra encore quelqu'un d'encore plus terrible. Si tu es quelqu'un de super, d'authentique, de bienveillant, ça te rendra encore plus authentique et bienveillant. Si tu es quelqu'un qui a envie de donner, eh ben, tu pourras donner encore plus. Tu vois? Donc finalement, c'est un amplificateur. Euh, ben on va commencer un peu à clôturer ben, l'interview. Je voulais vraiment savoir finalement, c'est quoi finalement pour toi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui commence finalement dans l'entrepreneuriat et tout, puis qui veut se lancer, quels sont les outils que tu lui conseillerais finalement bah, à cette personne, quoi. Ben, fréquente des gens qui sont dans la situation à laquelle j'aspire et agis. Quoi que tu rencontres comme émotion, comme situation, ne t'arrête jamais d'avancer et, et apprends à te connaître vraiment. C'est tellement essentiel. Si tu restes bloqué dans des croyances, dans des trucs, toute ton activité va rester bloquée. Si tu grandis, toute ton activité va grandir. Et donc, fais des séminaires, des conférences, lis, fais-toi accompagner avec des personnes qui vont t'amener vraiment à une rencontre avec toi-même, avec tout le potentiel que tu as à l'intérieur et va à la rencontre de tes dons, de tes qualités profondes, de tes valeurs et appuie-toi dessus pour dépasser n'importe quel obstacle. Voilà, en gros. En fait, on pourrait revenir en fait à cette notion d'introspection, quoi, pour pouvoir Ouais. démarrer son entreprise. Oui, parce que quand on se connaît bien, on va faire des choses en adéquation avec qui on est vraiment. Ouais, Et on mais va attirer comme un aimant les opportunités, en fait. Tu vois? bon, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, André, pour ben, cette interview. En tout cas, ça m'a fait plaisir déjà de te rencontrer. Et puis Ouais. ben, aussi, ben, les gens, ils vont aussi pouvoir aussi tirer finalement qu'est-ce qui leur convient, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement là dans leur situation, quoi. Ouais. Puis, ben merci à toi pour l'échange. Puis, vive l'hypersensibilité, vive l'entrepreneuriat. Et ça me fait penser, si ça intéresse des personnes qui vont nous regarder, je viens de mettre
sur mon site 4 vidéos qui sont 4 parties d'une conférence où j'explique aux gens par où commencer pour réaliser ce qu'ils veulent vraiment réaliser. Et je leur partage des PDF pour aller plus loin. C'est assez intéressant. Donc, si ça les intéresse, ils peuvent aller sur le site, c'est andreroberti.com. Ils laissent leur email et ils vont recevoir gratuitement, automatiquement, ces 4 vidéos, ces PDF pour pouvoir savoir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes qualités sur lesquelles je peux m'appuyer, c'est quoi mes forces à moi. Voilà, ça pourrait être un début qui peut… Et tu avais aussi participé au sommet de la conscience aussi. Oui, Mm. oui, oui. Ouais, comme tu fais plein de choses, quoi, on va dire. Mais oui, et puis oui, parce que comme je suis dans cette même envie que tu disais tout à l'heure de contribuer, c'est une de mes valeurs profondes. Donc, chaque fois que je peux contribuer, peut-être aider quelqu'un, ben, je suis très heureux en fait. En plus, tu as besoin, en plus, quand tu commences si tu veux être entrepreneur, tu as besoin d'être visible aussi pour pouvoir contribuer. Les gens, ils ont besoin de te voir. Ouais, carrément. Et puis en donnant de l'information, en donnant de son temps, ben, finalement, on reçoit aussi. Voilà, c'est lié. C'est une loi, en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Puis, ben, à tout bientôt. Avec plaisir. À bientôt.